Bonjour à toutes et tous. Il y a exactement 75 ans, presque jour pour jour, Israël naissait et la Palestine disparaissait. Vous savez, évidemment, je le rappelle pour le principe, que seul l'État juif prévu par le plan de partage de l'ONU le 29 novembre 1947 a vu le jour, et qu'au terme de la guerre de 47-49, parce qu'elle dure de 47 à 49, même si on l'appelle la guerre de 48, Israël s'est partagé l'État arabe prévu par le plan de partage avec la Transjordanie qui a annexé Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie, ainsi que l'Égypte qui a occupé la bande de Gaza. Mais surtout, je dirais, au cours du conflit, de l'ensemble du conflit de 47 à 49, Israël a expulsé près des 3/4 des Palestiniens. En Israël même, il est resté moins de 150 000 Palestiniens. Mais ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe, on peut dire, enfin, c'est une des traductions possibles, ne se limite pas à ces 2 années. Et c'est un peu ce dont j'ai proposé à Elias Sambar de vous parler aujourd'hui, parce que c'est rare qu'on en parle. On a un peu l'impression que la Nakba commence le 15 mai 1948, quand les régiments arabes arrivent et que Israël, se défendant, est amené à expulser, ou en tout cas à faire fuir les Palestiniens, et c'est ça la Nakba. Non. La Nakba commence bien avant, et notamment avec la grande révolte palestinienne et son écrasement entre 1936 et 1939, et elle dure bien plus tard, d'abord d'ailleurs en 1967, où il y a une nouvelle expulsion massive de près de 400 000 Palestiniens, mais en fait elle dure jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous voyons à l'œuvre avec le nouveau gouvernement israélien, c'est la poursuite et la volonté d'aller jusqu'au bout, d'ailleurs, de la Nakba. Vous savez qu'Ariel Sharon avait toujours cette formule un peu mystérieuse quand il est revenu au pouvoir en 2001. Il disait nous n'avons pas fini le travail. Mais quel travail? L'État d'Israël existait, il occupait déjà l'ensemble des territoires palestiniens. Il avait la plus forte armée de la région et une des plus fortes armées du monde. Bref, une économie florissante, que dire encore? Donc la seule chose qui restait à terminer, c'était l'expulsion. Eh bien, ce gouvernement Netanyahou, avec ses alliés ultra-orthodoxes et suprémacistes, suprémaciste c'est un mot poli pour ne pas dire fasciste, mais on est quand même dans quelque chose qui ressemble de près à du fascisme. D'autres ont dit pire d'ailleurs. Un historien israélien, Daniel Blattman, a dit si ce n'était pas Israël, on parlerait de ministre néo-nazi à propos de Ben Gvir, Smotrich et Maoz. Voilà, donc ce qu'on voudrait faire, cet exercice qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est pas de vous parler comme chaque année de la Nakba d'une manière traditionnelle, mais d'essayer de réfléchir avec Elias Sambar à cette durée de la Nakba. Alors, inutile de dire qu'Elias est bien placé pour éclairer ce long processus. Il est historien, il est écrivain, il est poète, il est ancien ambassadeur de Palestine à l'UNESCO. Il a notamment publié, alors je les cite parce qu'ils n'étaient pas tous dans la présentation, et ça me paraît important de dire qu'il a publié Palestine 48, l'expulsion, qui est la première synthèse, on peut dire, sur la Nakba de 47-49. Il a publié Le bien des absents chez Actes Sud en 2002. Il a publié Figure du Palestinien, Identité des origines, identité de devenir chez Gallimard en 2004. Il a publié un dictionnaire amoureux de la Palestine qui a toutes les qualités du monde, mais qui en plus il est succulent parce qu'il y a plein
de recettes. Les unes, il les a volées à Farouk Mardambé, les autres, il les a écrites lui-même de ses souvenirs. Il est cité, oui. Il n'y a pas de plagiat. Et puis, il a écrit un très joli livre qui s'appelle « Le rescapé et l'exilé » avec Stéphane Hessel chez Don Quichotte en 2012. Et Elias est évidemment surtout une des voix les plus écoutées de la Palestine. Donc, je te propose, tu connais la règle du jeu, donc tu as 35-40 minutes pour introduire. Et puis ensuite, on débat avec nos amis en ligne et nos amis ici. Et puis, éventuellement, si j'ai une question pas trop bête à te poser, je le ferai. Voilà. Bonjour, merci d'être là. Dominique a bien commencé en parlant de cette histoire de date. C'est un conflit qui est très, très vieux, qui est interminable, mais il y a une sorte de tendance permanente à chaque fois à, d'une part, chercher une date fondatrice et régulièrement de l'avancer. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période où nous disions le conflit en 1917, la déclaration Balfour. Puis nous sommes passés à 47-48. Ensuite, donc le conflit ne devait plus démarrer en 17, mais en 47-48. Ensuite, ça a été 67. Et on nous dit, ah, voilà, depuis 67 que ce conflit existe. Ensuite, 73. Ensuite, l'intifada. Beaucoup de gens pensent que le problème commence avec l'intifada et ainsi de suite. C'est un conflit donc qui est interminable, qui est très très long. Et en ce sens, 1948, la Nakba, c'est pour ça que je pense que l'angle qui est décidé par Dominique est le bon, n'est pas une date fondatrice, elle est le début d'un cycle. Mais comme tout début d'un cycle, elle est également l'aboutissement de cycles antérieurs. Et si on veut comprendre ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, et bien entendu, après, il faut voir quelles ont été les conséquences de cette expulsion de masse. Il faut commencer par dire qu'en 1948, avant que ne commence l'expulsion, même si les projets d'expulsion sont déjà dans les cartons, on le sait, il y a une défaite militaire. Et pour comprendre cette défaite militaire, il faut comprendre la structure de combat des maquis palestiniens de 1936 à 1939. La défaite de 1948 est inscrite à l'ordre du jour en 1939. Parce que de 1936 à 1939, selon des méthodes de combat, si vous voulez, après dans les discussions, j'y reviendrai en détail, issues des règles traditionnelles de guerre des clans, les Palestiniens, bien sûr, en étant dans le sentiment très très fort qui constitue un peuple, néanmoins résistent par région, participent à titre des acteurs constitutifs de la trame sociale palestinienne. Pourquoi y a-t-il cette force des régions? Quand je dis région, je dis également les gens qui les habitent, c'est-à-dire des entités régionales. Ça vient de la structure déjà très très ancienne de la Palestine, qui est, et c'est une structure qu'on voit dans n'importe quelle société, le tout est de voir à chaque fois le dosage entre quoi et quoi. Dans chaque société, vous avez des coupes verticales, qui sont des régionalismes, et des coupes horizontales, appelons-les les coupes sociales, les coupes de classe, pauvres, riches, dominants, dominés. Mais il y a également les régions. Et souvent, selon la structure et la combinaison du vertical et de l'horizontal, vous avez des types de sociétés assez différents. En Palestine, les verticalités sont omniprésentes. C'est elles qui règlent la musique. Donc, pendant très très longtemps, le pouvoir, et si on analyse un peu ce que faisait le Moufti de Jérusalem, qui est un peu le chef pendant la période coloniale britannique, si vous entrez à l'intérieur d'un des acteurs, vous êtes rejeté parce que vous ne touchez pas au statut interne. Par contre, si vous vous proclamez protecteur des rapports de toutes les composantes, à ce moment, vous êtes légitime. Arafat n'a rien fait d'autre dans l'OLP.
Il y a toujours cette idée d'être aux articulations plutôt qu'au sein des membres du corps. Donc, je vous dis ça très rapidement, la guerre de 36-39, qui est une situation inouïe sur le plan des luttes anticoloniales, se mène quand même par des maquis qui combattent très bien dans leur zone, mais qui ne débordent pas dans les autres. Par exemple, dans les groupes armés qui se battent en Galilée ou dans la région de Naplouse, par exemple, vous ne les retrouverez pas dans les unités qui se battent dans la région de Jaffa. Ils coordonnent, ils se parlent, mais donc nous avons des territorialités qui sont là. Cette division qui vient un peu de la nature, de la structure traditionnelle, va être un handicap terrifiant en 1948. Parce que malgré tout ce qu'on dit sur l'héroïsme, etc., nous n'avons pas en 1948 une région qui se porte au secours d'une autre parce que l'autre est plus faible et plus menacée. Ce qui fait que les unités israéliennes de la Haganah vont attaquer un peu en saucisson la société. Il y a bien entendu le fait que les Arabes avaient bloqué tous les envois d'armes, il y a le fait que les Britanniques avaient déjà énormément esquinté et affaibli le mouvement national, mais structurellement, c'est une chose qui va être très, très pesante et très grave. Est-ce qu'on peut, peux te faire ajouter, parce que ça me paraît aller au même moment, qu'il en va de même des régiments arabes qui interviennent, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir un à un en permettant à l'armée israélienne de les battre les uns après les autres. La deuxième chose qu'il faut dire, il n'y a pas un seul soldat arabe sur le territoire palestinien avant la proclamation de l'État d'Israël. Ce qui casse l'idée d'une guerre de défense. Quand les armées arabes entrent, Ben Gurion a déjà proclamé l'État, et donc c'est déjà des armées qui tentent de récupérer la perte. La perte est déjà là. Et c'est à partir de cette confusion entre les dates qu'Israël érigera le dogme du fait de la légitime défense. Nous étions là, ils sont entrés pour nous éradiquer, nous avons dû les battre et nous avons conquis des territoires qui ne nous avaient pas été alloués par le plan de partage. Mais ce qui est également extrêmement important dans cette situation, c'est que 1948, par rapport va être la source de tous les coups d'État qui surviendront dans les quelques années qui suivront dans le monde arabe. Le roi d'Égypte tombera à cause de la guerre de Palestine. L'émir, il n'était pas encore roi de Jordanie, sera assassiné à Jérusalem, qui est le grand-père du roi Hussein, à cause de ce qui s'est passé. L'Irak connaîtra un coup d'État sanguinaire contre la famille royale qui avait failli. La Syrie fera destituer son chef et ne prendra même pas le temps de le faire juger, puisqu'il sera emmené de son lit dans un champ en pleine nuit et sera exécuté à la lumière des phares des voitures. Et le Liban connaîtra l'assassinat d'un homme qui est un des fondateurs de la République libanaise, qui est Riyad al-Solh. Tout ça est en connexion avec... Donc 1948 est également un point sismique. Maintenant, au niveau de la Palestine, il y a une chose qu'il faut bien savoir. C'est une disparition, ce qui fait que c'est fondamentalement différent de l'occupation de 1967. 1948 est une fabrication d'absence, un effacement. En 1967, on va tomber dans une forme d'occupation classique, coloniale. Mais ce qui est également un élément inhérent à 1948 et qu'on n'aborde pas assez, la Palestine, je schématise, est faite de deux bandes. Une bande qui fait tout le littoral et une autre qui fait tout l'intérieur. D'ailleurs, il y a eu un travail extrêmement intéressant d'un grand sociologue palestinien qui est Selim Tamari, et le livre s'appelle La montagne contre la mer, qui est chez Actes Sud, le livre a été traduit. La citadinité palestinienne est sur la côte. L'intérieur est beaucoup plus provincial, beaucoup plus fermé. Dans la destruction de 1948, c'est une destruction de société,
il n'y a plus de citadinité palestinienne. Ce qui échappe, c'est le monde rural, qui n'était pas la cible fondamentale des expulseurs. L'expulsion, vous voulez vider tout le monde. Mais la destruction était celle des élites politiques et tout ce qui était un peu dans le mélange de la Méditerranée et qui faisait toute la côte, tout le littoral. Ça, c'est une disparition. Et c'est une disparition d'autant plus que les citadins palestiniens ont suffisamment d'attaches et de centres d'accueil familiaux, alliés, d'affaires, pour ne pas se retrouver dans les camps de réfugiés. Eux seront dans les villes arabes. Mais alors là, explosés. C'est pour cela que dans la tradition, après, des camps de réfugiés que vous allez voir, dans les mouvements de résistance, le monde rural sera omniprésent. C'est lui qui donnera l'idéologie, qui donnera surtout le discours. Ça parlera campagne hein, dans les mouvements de résistance, ça ne parlera pas ville. Et c'est une donnée très importante sur le plan de la société. C'est à partir de ce démantèlement, de la destruction de toute la culture citadine, qui était celle des grandes villes de la côte, et surtout celle de la tradition quand même, comme toutes les côtes, d'une forme cosmopolite au sens le plus noble, pas comme l'insulte qu'utilisaient les nazis, et démolie en 1948. Donc on a une société non seulement qui disparaît, puisqu'on dit qu'elle n'a jamais existé, et ainsi de suite, mais qui est également elle-même démantelée. C'est dans les camps de réfugiés que naîtra, après l'expulsion, et très vite, la question du retour. Dans les camps de réfugiés, ça aussi c'est une donne qui est importante. Les Palestiniens, il y a un choc terrible, parce que il faut dire, ils n'ont pas cru à l'expulsion. Elle leur est tombée, c'est pour ça que le terme Nakba, comme une catastrophe, comme un tremblement, comme un séisme, comme des choses tout à fait, non pas inattendues, mais imprévisibles, c'est-à-dire, ils savaient qu'il y avait ce plan, ça n'était pas un secret pour personne, l'idée de leur expulsion, mais ils n'y ont jamais cru. Vous avez des parallèles extrêmement importants et très troublants avec l'expulsion des républicains d'Espagne. Eux non plus n'y ont pas cru, après 1936, à Barcelone. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup discuté avec des réfugiés espagnols, cette histoire des clés, qui a été tournée en autre chose que ce qu'elle est. Aujourd'hui, on vous dit ils ont les clés parce qu'ils veulent un jour rentrer dans leur maison. Non, non, non. Ils sont partis avec les clés parce qu'ils pensaient qu'ils allaient s'absenter 2 jours, que ça n'allait pas durer. Et il y a eu le même phénomène en Espagne. Cette question que c'était très, très court. D'ailleurs, dans les premiers temps, l'UNRWA n'existe pas. L'ONU n'a pas encore prévu de créer une agence pour les réfugiés palestiniens. Il fait beau, ça se passe en avril-mai. La quasi-totalité des réfugiés palestiniens qui viennent des campagnes, attention, encore une fois, ce n'est pas des urbains, vont s'installer à la Belle Étoile, aux frontières, en disant 1 semaine, 10 jours, on rentre. Et le temps est clément. Il n'y a pas besoin il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de... C'est tout ça pour vous dire à quel point, au départ, c'est une chose incroyable. Incroyable au sens littéral. Absolument incroyable dans la tête des gens. Mais très vite, ça se ressaisit, parce que nous sortions quand même d'une période qui commence en 17, qui culmine en 36-39 dans cette période de révolte armée contre la colonisation. Nous sortons d'une période extrêmement politisée. Et très vite, ces réfugiés, qu'ils soient dans les villes ou dans les camps, n'ont pas encore des outils d'expression autonome propre, il n'y a pas d'OLP, il n'y a pas encore les mouvements de Fedaïn, vont investir tout ce qui existe de près ou de loin sur l'échiquier politique arabe. Vous allez en trouver chez le Baas, vous allez en trouver chez les nationalistes arabes, vous allez en trouver beaucoup chez les Nassériens, bien entendu, les communistes, les frères musulmans, tout ce qui peut. Et c'est ces groupes qui après vont se retrouver pour fonder l'OLP. Et chaque tendance aura son expression en termes de mouvement de résistance, Front populaire, Front démocratique, et ainsi de suite. Et des parrains. Et des parrains arabes, bien entendu, qui jouent. À partir de là également, dans l'exil, la question de l'autonomie de la décision palestinienne deviendra vitale. C'est-à-dire, nous parlons pour nous. Mais beaucoup de groupes palestiniens ont parlé pour leur maître arabe, parce que c'était des outils en main des régimes. Mais de façon dominante, et toute la tendance de Arafat, c'est pour ça que beaucoup de dirigeants arabes le haïssaient, était « je parle pour moi ». Ce qui nous a valu beaucoup de bombardements dans les camps et beaucoup de sièges arabes.
à part le siège israélien. Bref. Donc, en 1948, vous avez un monde qui disparaît, vous avez un début d'une réalité dont on dira qu'elle est diasporique. Elle n'est pas diasporique. Elle est éclatée, elle est disséminée, utiliser le terme, elle est... Pourquoi? Parce que dans la définition d'une diaspora, c'est être en exil en terre étrangère. Une diaspora juive, c'est pas moi, au Brésil. Mais nous n'étions pas en terre étrangère. C'est un élément capital. Nous avons été poussés vers notre chez nous aussi, puisque nous devenons réfugiés dans des pays qui ont notre langue, notre cuisine, notre musique, nos mêmes références historiques, et surtout des pays très, très récents. En 1948, le Liban a 5 ans d'indépendance. Hein. Tous les pays viennent à peine de commencer à se développer. Et ça va également beaucoup, beaucoup marquer les relations. Depuis, s'est développée donc cette idée du retour. Dans cette idée du retour, qui est une des conséquences également de 1948, comme nous ne sommes pas dans une occupation, mais dans une disparition, et de façon même pas imagée, réelle, d'une noyade. Parce que beaucoup de Palestiniens sont jetés à la mer. Ce n'est pas une image. Jaffa. Hein? Jaffa. Jaffa, et ma famille, moi, mon père, à la mer. Et ils seront accusés de vouloir commettre le crime qu'on a commis envers eux. Pendant des années, on dira ils veulent nous jeter à la mer. Nous sortions de la mer quand on nous a accusés de vouloir jeter des gens à la mer. Donc il y a une noyade en plein sens du terme. Ce qui fait qu'il y a une sorte de rêve de ressortir des eaux, comme une Atlantide. Au début, dans le refuge, nous allons reconstituer. Et il y a une œuvre extrêmement intéressante, très traditionnelle, qui est sur le mode de la chronique. L'auteur fera une introduction totalement inventée, mais je la trouve très belle. L'auteur est de Jaffa, et il dira, quand mes cousins sont venus me dire, écoute, la ville va tomber, il y a eu beaucoup de liquidations à Jaffa quand elle est tombée, parce qu'elle était aux mains de l'Irgun, c'est-à-dire les gens de Béguine. Ils m'ont dit, écoute, il faut qu'on parte. Et il raconte, et moi, à ce moment, j'ai empoigné mon manuscrit, celui de ma terre adorée, ma terre bien-aimée, le fruit de toutes mes années de vie, etc. Et on nous a envoyés vers la mer et on nous a mis dans une chaloupe. Vous savez, et effectivement, il y avait beaucoup de chaloupes dans le port de Jaffa qui servaient à faire la navette entre les bateaux et la côte parce que le port de Jaffa est plein de récifs. Donc il y avait très peu d'accostage direct. On transportait. Bref. Et tout d'un coup, il décrit une tempête absolument incroyable, ce qui n'est pas vrai, il n'y avait pas de tempête. Et il dit qu'à un moment donné, le marin qui dirigeait cette barque leur dit, écoutez, il faut nous délester, il faut alléger le poids, sinon nous allons tous mourir. Et il dit, il a couru vers moi, il m'a arraché mon manuscrit bien-aimé et il l'a jeté à la mer. Ainsi, mon livre s'est noyé comme ma patrie bien-aimée. Tout ça est inventé. Hein. Il s'appelait Dabbar, Mustafa Mourad Dabbar. Et il dit, depuis que je suis en exil, j'ai recommencé d'écrire ce livre dans lequel je ramène ma patrie noyée. Le livre fait aujourd'hui, dans ces 7 ou 8 volumes, près de 12 000 pages, qui est un travail hallucinant, d'un inventaire total. Ça va des cailloux aux arbres, aux vignes, aux ruisseaux, aux villes, c'est-à-dire tout ce qui a disparu, avec l'idée, et il termine comme ça, un jour, telle qu'elle a disparu, c'est-à-dire le temps va s'arrêter, nous la ramènerons telle qu'elle et nous la reposerons à sa place. Le début de l'idée du retour, c'est là. C'est-à-dire, non pas simplement le retour des gens, mais le retour des lieux à leur place.
Et c'est là que vous voyez à quel point cette idée de l'effacement a été forte. Elle a été d'autant plus forte qu'elle a été renforcée par le fait de l'affirmation de non-existence. Les Israéliens vont parler de la non-existence palestinienne au présent. Le présent est une forme absolue. Il n'y a pas de passé. Jamais les Israéliens n'ont dit « ils n'existent plus » ou « ils n'ont plus existé ». Ils n'existent pas de tout temps, c'est-à-dire avant, aujourd'hui et demain. À partir de cette histoire de non-existence qu'il avait, et Daniel et Dominique a fait tout un travail là-dessus, qu'il avait le pécheur de son péché originel. Je n'ai commis aucun crime. Ils n'ont pas disparu. Comment j'ai pu faire quelque chose avec des sujets qui n'existent pas? Il y a également une deuxième chose qui va jouer. Cette réalité telle qu'elle est reprise à son compte par la terre, hein, toute la terre le clame, il n'existe pas, va donner aux Palestiniens un statut d'invisibilité. Il n'existe pas, donc on ne voit pas ce que c'est. Et donc, ils sont transparents. Quand on les côtoie, on sait qu'on les côtoie, mais bon, ils n'existent pas. Et là, la Nakba fait un peu le relais d'une idée coloniale fondamentale, qui est les colonisés, ce n'est pas qu'ils n'existent pas, ils ne comptent pas. On ne les prend pas en compte. Et là, les Palestiniens de colonisés, qui ne comptaient pas, qui pouvaient justifier que la terre entière dise « cette terre doit devenir un État des Juifs », vont passer au statut de ceux qu'on ne voit pas. Non plus de ceux qui ne comptent pas, ceux qu'on ne voit pas. À partir de ce statut d'invisibilité, et là vous allez comprendre l'élément fondamental du combat palestinien de 70 ans de résistance, ça va être la reconquête du nom, N-O-M, parce que le nom donne la visibilité. Et s'il y a une chose qui a été accomplie, malgré tous les reculs, il y a eu beaucoup de défaites et beaucoup de reculades, mais il y a une chose énorme qui a été faite, plus personne n'utilise, il n'existe pas. Maintenant, vous entendez des gens qui disent qu'ils ne sont pas fréquentables, ils sont dangereux, ils sont extrémistes, mais ils n'existent pas, n'existent plus. Donc... sauf Smotrich. Sauf Smotrich, quand même. Et on est revenu à une visibilité. Mais une fois que vous êtes revenu à une visibilité, c'est le grand problème politique. Maintenant qu'on te voit, on arrive enfin à t'entendre. Et qu'est-ce que tu as à dire? Et c'est là que la voix ne se fait pas bien entendre pour le moment. Vous savez, les Palestiniens ont raconté cette histoire de 48 quasiment quelques mois après. Ils ont commencé à raconter. On a pu dire, voilà, il y a eu peut-être des exactions. Qu'en 88, quand les historiens israéliens ont commencé, eux, à dire ils ont été peut-être chassés. Avant, on ne comptait pas. Le discours ne comptait pas. Et donc, l'invisibilité s'est accompagnée également d'une inaudibilité. Le monde était devenu totalement sourd. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. On avait fait des cercles de recherche publiés. Il y a un super activisme. Les Palestiniens sont vraiment... Je parle de la génération de nos pères. On a été très, très, très injustes à leur égard. Ils n'ont jamais arrêté. Mais silence, surdité et cécité. C'était ça également, c'est dans la... Bon. Aujourd'hui, on aborde la question de la Nakba avec la question du retour. La question du retour du fait de l'étalement dans le temps. Bien entendu, le temps a évolué, il y a eu des choses qui se sont passées, la vie n'a pas arrêté. Donc l'histoire, très belle, est extrêmement bouleversante, très émouvante de Dabbar. Le livre s'appelle Biladuna Philistine. Notre patrie, la Palestine. Je vais vous dire deux mots sur le langage là, parce que c'est le pluriel qui dit la patrie et le singulier qui dit le lieu natal, avec le même mot. Je vais y venir. L'idée que la Palestine va ressusciter telle qu'elle était est complètement irréelle.
Mais elle a alimenté une nostalgie incroyable. Elle a fait que très très souvent l'identité est devenue synonyme de folklore. Et non pas vraiment de travail sur l'identité telle qu'elle est. Et ainsi de suite. Par contre, il faut aussi savoir une chose, c'est que pour toute notre génération qui, il y a 50 ans maintenant, parlait de la destruction de l'entité sioniste, moi je peux le dire, moi j'ai signé, c'est fini. Parce que l'entité sioniste veut dire de nouveau des bains de sang, destruction de l'entité. Il n'y a pas trois solutions là. Donc petit à petit a commencé à arriver une distinction qui, elle, a permis les négociations, mais qui va bien au-delà des négociations. Et que les Palestiniens, je pense, ont eu un énorme courage d'adopter, ce n'était pas évident, qui est de distinguer entre la patrie et l'État. Bon. Aujourd'hui, je peux dire que toute la Palestine est ma patrie, et ça, quoi qu'il arrive, personne ne me fera dire le contraire. Mais je peux également me dire que j'aurais accepté que mon État ne soit pas installé sur tout le territoire de ma patrie. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé de l'idée de la destruction à l'idée du partage, mais qui n'est pas un renoncement à l'identité. Nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons. Et aujourd'hui, s'il y a une possibilité de débloquer ce nœud, qui est celui des réfugiés et du retour, c'est celui de cette distinction, sinon on restera dans le blocage. Et pourquoi il y a une difficulté qui semble indépassable? Pour les Israéliens, ce n'est pas une question d'histoire, contrairement à ce qu'ils racontent. C'est une question existentielle, parce qu'Israël est convaincu qu'à la seconde où il admettra qu'il est né d'une injustice, il n'aura plus le droit d'être là où il se trouve. Et qu'ils pensent qu'ils sont une expression d'un bien absolu, puisqu'ils sont nés en réponse à un mal absolu qui est le nazisme. Vous savez, le mal et le bien absolu n'existent pas. Et il n'y a pas d'État qui soit né sans la faute. Tous les États naissent d'une répression. Tous les États naissent dans des formes d'injustice. Les États-nations naissent forcément. Déjà, le fait qu'ils deviennent États-nations, c'est-à-dire seuls référents dans des trames sociales compliquées et variées, nécessite un certain nombre d'injustices pour dire, voilà, vous avez tous une seule référence, qui est celle de l'État-nation. Israël est né comme n'importe quel État. Mais Israël est très, très plombé par l'idée qu'il est un bien absolu. Et tous sont convaincus qu'à la seconde où ils reconnaîtront que l'État est né après avoir commis une injustice à l'égard de notre peuple, cet autre peuple va débarquer en disant, bon, maintenant que vous l'avez dit, il faut reprendre la mer. C'est pour ça que ce n'est pas une question d'histoire, ce n'est pas une question démographique, contrairement à ce qu'il raconte, on va être noyé sous le nombre des Palestiniens. C'est pour une question d'existence. C'est pour cela qu'il faut aborder la négociation, et je vais vous dire dans 2 secondes comment, mais en attendant cette histoire sur les termes qui disent la patrie. Balad, c'est le singulier en arabe. Chez les Palestiniens, quand on dit à quelqu'un « Quelle est ta balade ?» quelle est ta... Il ne dira pas la Palestine. Il dira Nazareth. C'est le lieu natal. Chaque fois que nous passons du singulier au pluriel, bilad, ça devient le regroupement de tous nos lieux natals, donc une patrie. C'est pour ça que dans l'hymne national palestinien, nous parlons au pluriel, nous disons biladi, nos pays. Mais en fait, ce n'est pas nos pays, c'est tous nos lieux natal. Et c'est pour ça que le livre de Dabbar dont je vous parlais s'appelle Biladouna. Ce n'est pas nos pays, c'est notre patrie, la Palestine. Je ferme la parenthèse. Comment arriver à une proposition qui pourrait être acceptable? Elle n'est plus du tout à l'ordre du jour, elle n'est plus sur la table, les Israéliens la refusent. Donc, mais celle qui pourrait débloquer. Il y a 2 choses dans une solution.
Et c'est une chose que c'est moi qui l'ai placée sur la table pendant les négociations. Voilà, la proposition, elle est très simple. Vous avez le droit au retour, et vous avez son application. Aucun droit n'est abordable en pourcentage. Si j'ai le droit d'être chez moi, personne ne me fera dire 65%, non, non, c'est 100%. Si j'ai le droit, je l'ai ou je ne l'ai pas. Par contre, son application peut ne pas être une application totale. C'est-à-dire, le droit est absolu, son application peut être relative en fonction de la réalité. La plupart des droits tiennent compte de la réalité s'ils veulent s'appliquer, sinon ils restent juste de l'ordre du texte. Mais cela dit, dans le cas palestinien, il y a une question d'ordre de séquence. Je n'accepterai de relativiser l'application de mon droit qu'une fois qu'on m'aura reconnu un droit absolu à être chez moi. Et après, c'est moi qui dira d'accord, mais je ne prendrai pas tout le chez moi. Et c'est à ce moment que je pourrais appliquer le partage. Mais pas l'inverse. Je ne peux pas commencer par une relativité, une application relative du droit. Je ne peux donner cette concession, qui est elle, la concession historique réelle, qu'une fois qu'on aura reconnu que toute la Palestine est ma patrie. Après, c'est moi qui dis, d'accord, mon État n'est pas installé sur tout le territoire de ma patrie. Et si l'Israélien veut dire c'est ma patrie, il dit, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est qu'on reconnaisse mon droit absolu à mon chez-moi, à partir du quoi je dis, bon, voyons maintenant comment on peut adapter son application. Et pourquoi beaucoup de gens diront c'est une trahison ou une concession. Vous avez une réalité maintenant. Vous avez autant de Palestiniens que d'Israéliens sur le lieu. Et quelque chose s'est construit parce que ça a duré. Il y a quelque chose qui existe maintenant, qui est l'existence de l'Israélien, c'est-à-dire l'individu israélien existe, qui n'est plus seulement juste un individu juif ou pas. C'est pas là que il y a quelque chose qui s'est produit au bout de 75 ans, comme toujours. Comme toujours. Je pense qu'à l'époque disons à l'époque de la royauté, bien que la France soit un des plus vieux États centraux de la planète, peut-être le plus vieux, quand vous disiez sous Louis XIV le français, ça n'avait pas du tout le sens que vous dites aujourd'hui. Ça n'avait pas du tout le sens. Il y avait encore les régionalismes dans toute leur splendeur, il y avait des pays dans un pays, et ainsi de suite. Vous voyez qu'au fil des siècles, quelque chose a émergé qui est le français, l'individu français, je veux dire. Même s'il y a des complexités, même s'il y a des variations, même s'il y a des identités multiples, mais il y a quelque chose qui existe. Les Israéliens ont commencé à ça. Et ça se comprend. C'est comme ça dans l'ordre des choses. Ça ne veut pas dire que le sionisme est juste ou pas. C'est la réalité. Donc, à moins d'opter de nouveau pour une guerre et encore des bains de sang, il va bien falloir passer par cette solution dont je parle, mais qui est soumise à un ordre de séquence. On ne commence pas n'importe où. Maintenant, comment y arriver? Vous avez beaucoup entendu parler de la théorie des deux États, de ce qui a été négocié. Bon. L'idée des deux États, aujourd'hui est pratiquement morte. Elle n'était pas fausse. Il faut abandonner l'idée que ce qui disparaît était forcément faux et que ce qui est juste continue à exister. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est une idée américaine. Ce qui réussit est juste, ce qui ne réussit pas était forcément faux. C'est ça le pragmatisme américain. Quand ça marche, c'est bon, c'est que c'est bon. L'idée des deux États était une idée juste, elle s'est fracassée. Elle s'est fracassée du fait et de la conjoncture et du refus absolu d'Israël de cette idée, toujours pour en revenir à l'idée de la disparition. Ils vont nous avaler, ils vont nous dissoudre. Si elle avait eu lieu, elle aurait eu un énorme avantage de créer dans une première période, non pas la paix ne naît pas comme ça, mais de créer de facto une obligation d'inventer des formes de bon voisinage.
une culture du voisinage. Moi, je pense, mais ça, maintenant, c'est ma conviction. Le développement d'une forme créative de voisinage aurait infiniment réduit les tensions et à terme, aurait pu nous faire arriver non plus aux deux États, mais à l'État des citoyens. Mais ça, c'est du temps, c'est une forme de voisinage harmonieux, dans le respect mutuel, et surtout dans la conviction des deux côtés, des deux bords, qui ne sont pas lésés. Il faut qu'il y ait un sentiment de justice si on veut aborder des solutions. Maintenant, je décris une chose idyllique, parce que les deux États, c'est terminé. On ne pourra plus pratiquement leur donner cours ou les réaliser. Sur le terrain, vous prenez n'importe quelle carte, déroulez-la, vous comprendrez que c'est fini. La colonisation a tué les deux États. Donc, la colonisation nous a replacés, après 33 ans de négociations qui n'ont pas abouti, dans une perspective où nous avons valorisé de nouveau des conflits et des guerres. On y est, hein, on ne peut pas embellir les choses, elles sont là. Maintenant, parfois, l'histoire vous joue des ruses formidables et vous vous retrouvez avec quelque chose qui n'était pas du tout prévu et qui n'est pas forcément les guerres et les massacres. Mais pour le moment, dans ce que nous voyons, il n'y a pas de perspective. Hein. Il faut bien le dire, il n'y a pas de perspective. Tant en Palestine que dans la région qui l'entoure, où également la situation est plus que grave, où tous les régimes ont compris à quel point le printemps arabe avait été un danger. Et nous qui avions été ceux qui avaient applaudi au printemps arabe, nous n'avons pas réalisé à quel point ça avait fait peur au régime. Vous n'avez qu'à voir l'ampleur de la répression et la violence de la répression pour comprendre à quel point l'autre bord avait eu peur. Aujourd'hui, c'est une répression partout, mais partout. Il y a des pays en voie de disparition maintenant. Des pays entiers. Donc nous sommes dans une situation très difficile. On peut pas, et c'est une commémoration d'une période très difficile. Mais quand même, pour en revenir au point de départ, ça a commencé en 1917, hein, un très petit peuple, d'un pays pas riche, sans grande ressources, une terre quand même unique, avec sa sainteté et tout ce qui est représenté par rapport à l'imaginaire et aux croyances du monde. Mais nous sommes encore là. Parce que et là on revient, je terminerai à ce que disait Dominique, toute l'histoire est de nous faire sortir définitivement de scène. Nous ne sommes pas sortis. Il y a eu la Nakba et ainsi de suite, et tous les malheurs de la Nakba, il y a encore des réfugiés partout. Aujourd'hui, les exils palestiniens représentent 60% de la population palestinienne. Donc la majorité des Palestiniens n'est pas en Palestine. Mais nous sommes toujours là et la cause, nous continuons à la porter. Et c'est comme ça. Et c'est une sorte de nationalisme ou patriotisme obstiné. Il y a une obstination. Et les Palestiniens disent souvent que c'est la terre qui est obstinée chez nous, pas nous. C'est le lieu qui ne veut pas nous oublier. Et voilà. Donc si vous voulez, après, on peut discuter. Avant de donner la parole à nos amis, j'ai une question, mais elle est personnelle, mais sans doute elle va intéresser d'autres que moi. Comme on a cette cérémonie à l'UNESCO, oui, j'ai un peu travaillé sur une chose courte, qui est la vision des historiens israéliens de tout ce dont tu as parlé. Oui, oui. Et j'ai été frappé par, en fait, un double mouvement. C'est-à-dire, en 49-50... Ben Gourion fait écrire, c'est dommage qu'il n'ait jamais été traduit en français, par Shabtai Tevet, qui est le Jdanov d'Israël, la version cachère. La version cachère, c'est nous, on n'a rien fait. Ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Parce que les Arabes les ont appelés à partir. Donc c'était une version cachère, et cette version cachère, qui est pourtant complètement idiote pour n'importe quel historien sérieux, elle tient le choc jusqu'aux années 80. Oui, jusqu'à l'intifada. Parce qu'il y a l'intifada, parce qu'il y a eu la guerre du Liban, et parce qu'il y a une équipe de jeunes historiens qui ont la chance, qui arrive rarement à des historiens, de tomber sur des archives dont on ouvre une partie.
pas tout, hein, mais une partie. Et donc, il y a, c'est ce qu'on appelle les nouveaux historiens qui commencent à dire, bon, oui, on les a expulsés, oui. Mais est-ce que c'était volontaire ou non? Ou est-ce que c'est du fait de la guerre? Et tu as des débats que tu connais comme moi, à n'en plus finir. Mais tu as une nouvelle phase aujourd'hui. Et je trouve ça assez extraordinaire quand on y pense. Et je ne pense pas seulement à Smotrich, à Ben-Gvir, etc. Oui. C'est que maintenant, on dit, c'est Benny Morris, hein, c'est le retournement de Benny Morris en 2004, celui qui avait dit on les a expulsés. Et en 2004, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est maintenant ce qu'il dit. Bien sûr qu'on les a expulsés. Et il fallait les expulser, parce que sinon, il n'y aurait pas eu d'État juif. Et il y a une espèce de passage de la pureté originelle, on n'a rien fait, on n'y est pour rien, à l'affirmation, oui, on les a virés les uns autant qu'on a pu. Dommage, on n'a pas tout réussi. Hein. Ça aurait été mieux si on avait aussi fait la Cisjordanie. Comme Ben Gourion disait à Moshe Dayan, regarde les collines, là, il faudra s'en occuper. Mais aujourd'hui, non, on n'a plus de complexe, on n'a plus de gêne à dire on l'a voulu parce que c'était la condition pour avoir un État juif. C'est assez intéressant parce que c'est bizarre. Hein, c'est typique du langage de l'extrême droite. L'extrême droite a toujours une bravade pour réaffirmer son extrémisme droitier en disant voilà, c'est comme ça. Et il y a toujours, une fois que l'extrême droite pense qu'elle peut dire ce qui ne doit pas être dit, parce qu'ils savent ce qu'il ne faut pas dire, mais parfois ils se mettent à le dire. Il y a une idée d'impunité qui est de plus en plus forte, et il y a une pseudo-idée de réalisme. C'est-à-dire, il y a un épisode extrêmement intéressant avec Dayan, le général. Au tout début de l'existence de l'État d'Israël, donc vraiment quasiment peut-être en 50, il y a à Haïfa un institut qui s'appelle le Technion, qui est la Polytechnique israélien. Hein, bon. Et vous savez, à l'époque, il y a encore énormément de traces physiques des Palestiniens. Il y a une délégation du Technion qui demande audience à Dayan. Et qui lui dit, il y a un très grand problème. Hein. Il y a trop de traces. Il y a trop de signes du crime, en fait. Et Dayan, de la façon la plus cynique, et c'était un type redoutable, leur dit, vous n'avez pas encore compris que si vous êtes là, c'est parce qu'ils n'y sont plus, qui est une reconnaissance de l'expulsion. Et donc il y a toujours eu ce côté un peu, c'est comme ça, et si tu n'es pas content, essaie de voir ce que tu peux faire. C'est en train de revenir, mais c'est lié, je pense, à ce retour massif de l'extrême droite en Israël. Il y a également une chose qui commence et qui pourrait peut-être être, ici, la positive, elle n'est pas générale, hein, mais il commence aussi à y avoir des voix qui ne se cachent pas derrière l'alibi de la peur. Parce que moi, pendant 6 ans de négociation, et je me souviens, avant la négociation, d'une discussion avec Grossman, l'écrivain, à Genève, en public. C'est pas du tout un colon ni un fou de guerre, c'est un pacifiste. Mais chaque fois qu'on arrivait dans la discussion à une chose concrète, il me disait, bon, mais écoute, il faut que tu tiennes compte de ma peur. Au bout de 2 heures de discussion, je lui ai dit, tu sais, moi j'ai la solution. Il m'a dit laquelle. Je dis, j'ai besoin d'un peu d'argent. Il me dit, pourquoi faire? J'ai dit, ils étaient assez bon. C'était le chiffre à ce moment. J'ai dit, j'ai besoin d'acheter 7 millions de divans. Vous allez tous vous coucher et parler. Mais ne comptez pas sur moi pour être le psychanalyste. Hein. Parce que ce que tu es en train de me dire, moi je ne peux pas te le prendre. C'est toi qui dois le résoudre. Il n'a pas bien pris. Et, non, parce que c'est un type extrêmement ouvert, hein, et j'ai beaucoup de respect, moi, pour lui. Surtout après la mort de son fils et la position qui n'a pas changé par rapport au conflit. Mais
il y a une question foutraque, vraiment foutraque, qui fait que sur beaucoup de points, nous arrivons à des nœuds où nous touchons à l'irrationnel. Et c'est là qu'on arrive aussi à un constat que j'ai beaucoup dit à Bourg, qui était l'ancien président de la Knesset, parce qu'il a fait un livre en ce sens. Hitler n'a pas perdu la guerre par rapport à la question juive. Hitler, ce qu'il n'a pas pu annihiler, il les a rendus fous. Il traîne une sorte de folie terrifiante. Et là, je le dis avec beaucoup d'empathie, hein, je ne le dis pas du tout avec mépris. Il y a une maladie, et comment voulez-vous qu'un petit peuple palestinien puisse, lui, la résoudre? C'est pour cela que, de certaines façons, peur ou pas peur, une solution doit être imposée. Et c'est une fois qu'elle est imposée que ceux qui ont peur auront un peu de temps pour réaliser que finalement, ça ne fait pas si peur que ça. Mais attendre une évolution psychologique et qui fasse qu'il perde, c'est un trauma terrible. Et on s'est retrouvé également avec ce nœud-là du côté palestinien. Mais on ne peut pas nous le résoudre. Hein. Personne ne peut le résoudre. Eux, ils doivent le résoudre. Mais comment les... Il y a bien sûr beaucoup d'escrocs qui disent j'ai peur, alors qu'ils n'ont pas peur du tout, qui pensent qu'ils ont des chars, suffisamment de chars et d'avions pour nous écrabouiller si on bouge. Mais la majorité écrasante est dans cette histoire de peur, et surtout le côté encore plus pathologique. On la retrouve maintenant chez des juifs venus des pays arabes qui n'ont pas vécu le nazisme, mais qui fonctionnent comme s'ils l'avaient vécu. C'est hallucinant. C'est un monde dans lequel on entre qui n'est pas... C'est quand même c'est une colonisation dans laquelle la terre entière, d'ailleurs, a été convaincue qu'en Palestine, les occupés sont les bourreaux des occupants. Ils nous occupent, mais c'est nous qui les persécutons. Hein. C'est ça l'idée mondiale. Donc il y a ce registre, qui est un registre très difficile à aborder, mais qui est là aussi. C'est pour ça que je pense que, je reviens, l'idée de construire une nouvelle culture du voisinage peut être, mais extrêmement utile et efficace. Parce qu'il faut que les gens expérimentent que finalement, ça ne fait pas si peur que ça. Mais le temps, trouver les conditions pour que les gens expérimentent, surtout que maintenant, du côté palestinien, il y a de moins en moins de gens qui pensent qu'on peut vivre ensemble, vu tout ce qui se passe. C'est en train de se raidir aussi en face. Hein. Les Palestiniens ne sont pas des gens qui peuvent avaler toute la journée des violences et rester... Il y a des lions de Naplouse. Oui, c'est fini. Ça devait arriver. Hein. Donc on est arrivé à cela. Et c'est peut-être le but que recherche la nouvelle extrême droite en Israël. C'est à vous, donc. Si vous avez des questions, il faut attendre que le micro voilà, il y en a rejoigne. C'est vrai aussi pour tous ceux qui sont en ligne, mais là, j'ai plus de partenaires devant l'ordinateur, donc... Alors, Lucie. Je ferai aussi vite que possible. Merci beaucoup. Vraiment, le fait que vous accentuez l'étiologie de cette crise qui continue et toutes les étapes, c'est très important. Et que vous insistez que derrière la violence, il y a toujours de la peur de quelque chose. Il y a de la vulnérabilité. Je suis américaine. J'ai une question. Parce que quand nous étions en Palestine, on a compris qu'il y a des initiatives très locales entre juifs et musulmans et palestiniens pour introduire, n'est-ce pas, la possibilité de vivre côte à côte, etc. Je ne sais pas s'ils sont vraiment sous la pression du nouvel régime, si ils vont... la deuxième question, quel était le rôle, je sais, pour les printemps arabes, mais les peuples, derrière les accords d'Abraham, les peuples des pays arabes ne sont pas
n'ont pas complètement abandonné la cause palestinienne. Mais est-ce que les chefs, est-ce que cette intifada entre Israël a permis au régime, parce que c'était chapeauté par les États-Unis, a permis au régime d'aller plus loin vers la droite? Merci. Vous savez, pour ce qui est des initiatives, il y a des initiatives formidables, et heureusement qu'elles sont là. Il y a des initiatives de femmes, il y a des initiatives dans le domaine de l'éducation, il y a beaucoup de choses. Néanmoins, c'est dans le durcissement, et encore, comment dire que ce durci était déjà très dur, mais dans le durcissement israélien, de la société israélienne, de plus en plus de personnes qui tiennent ce discours, qui étaient des expériences, passent pour des traîtres à leur tribu. Parce que ça devient plus dur et parce que, d'ailleurs, pour la première fois, et ça, c'est un phénomène, mais c'est une autre discussion, c'est sur un peu ce qui est en train de se passer en Israël, quand vous avez quand même 2 ministres aujourd'hui du gouvernement qui ont constitué une milice pour défendre l'État d'Israël. Et quand vous pensez à ça, vous dites c'est une milice anti-palestinienne, non, c'est une milice contre les manifestants israéliens. Ça c'est pas encore, on n'y est pas. Ça ressemble fort à des débuts de guerre civile. C'est pas, mais on n'y est pas. Hein, je ne suis pas en train de pronostiquer, mais il y a des signes extrêmement. Et moi, j'ai été très secoué par un souvenir. Quand l'extrême droite est arrivée en Israël, je me suis souvenu d'un roman que j'ai lu il y a 50 ans, écrit par un monsieur qui s'appelait Amos Kenan. Le roman a été traduit par une très grande romancière française qui était Christiane Rochefort. Donc le texte est très beau en français. On me dit d'ailleurs que le texte français est plus beau que l'hébreu, parce qu'elle était meilleur écrivain que lui. C'est un livre extrêmement étonnant qui s'appelle « La route de Ain Harod ». Ain Harod est une localité qui n'existe pas, qu'il a inventée, qui se trouve à la frontière du Liban. Et le roman raconte, c'est un court roman, un habitant d'Ain Harod a des courses à faire à Tel Aviv. Il prend sa voiture et il fait tout le littoral jusqu'à Tel Aviv, de Ain Harod à Tel Aviv. Il fait ses courses, il remonte dans sa voiture pour remonter à Ain Harod. Il branche la radio de la voiture et il entend le premier communiqué d'un coup d'État militaire en Israël. Le roman est l'histoire d'un coup d'État militaire, mais il y a 50 ans. Et le roman, si vous le trouvez, est passionnant, hein, parce qu'on dirait de la politique, mais c'est très, très étrange. Et il passe son temps à tenter d'arriver à Ain Harod. Bien entendu, au bout du roman, il n'arrivera pas, parce qu'il y a des effets du coup d'État sur tout le trajet. Donc, un livre très, très noir. Hein. Bon. Aujourd'hui, dire qu'il y a un coup d'État qui se prépare, c'est très poussé. Il y a quand même, pour la première fois dans l'histoire de la tribu, des unités militaires qui ne veulent plus se présenter au combat. C'est un pays pétri autour de son armée, quand même. Ce n'est pas juste une contestation militaire, c'est autre chose. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses nouvelles. Et il y a également le fait d'une autre chose qui me revient, et pour répondre, il y a un monsieur qui s'appelait Constantin Zoreik. Constantin Zoreik est un immense professeur qui était à l'université américaine à Beyrouth et ensuite aux États-Unis, à Princeton. Une grande figure académique arabe. Il est syrien. C'est un Syrien qui était prof donc, à l'université américaine à Beyrouth et qui a fait une énorme carrière aux États-Unis. Et quand je suis revenu de la première session de négociation, et il était déjà très, très, très âgé, je l'ai croisé, il m'a dit, viens, viens, viens. On s'est retrouvés dans son bureau, à Beyrouth. Il m'a dit, il est considéré comme étant le père du nationalisme arabe.
Cet homme est considéré comme ayant été le père théorique du nationalisme arabe. Et il a fait le premier livre, très vite, quasiment un an après 1948, qui s'appelait « Le sens de la Nakba ». C'est le premier qui a commencé à analyser la Nakba. On se retrouve dans son bureau. Et lui est en fin de vie. Hein. C'est la fin. Et c'est un nationaliste arabe, encore une fois. Hein. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est « on va faire la paix », etc. Qui, à un moment dans la discussion, me dit « Tu sais, vu la situation chez nous, jamais j'oublierai ça, et vu la situation chez eux, il se peut qu'un jour, on se retrouve, nous, un jour alliés avec des citoyens israéliens contre Israël et nos régimes arabes. » Ça, c'est un homme qui est le fondateur. Hein. C'est pour vous dire, on est dans une situation où tout est en train de se mélanger. Jamais, jamais nous n'avons connu sur le plan des États arabes des régimes aussi sanguinaires vis-à-vis de leur peuple. Jamais. Jamais on a connu des répressions, jamais. Répressions comme celle-ci. Jamais on a connu autant de rêves de certains pays pétroliers, mais pas de leurs citoyens, que le règne de l'argent allait arriver et qu'avec les Israéliens, les affaires allaient être exceptionnelles. Mais il y a une expression en arabe qui est très très belle, on dit d'un plat, un plat à manger, c'est un plat de galets. Mettez 3 kilos de galets dans une marmite, chauffez-les 25 ans, ça ne donnera pas autre chose que des galets. Ça restera des pierres. Après basse, on dit en arabe. C'est des plats de galets. C'est des plats de galets. Et tout ce qui se raconte sur les ne change rien. D'ailleurs, il y a eu un petit signal très très beau. Si vous avez bien regardé le mondial de foot, il n'y a pas eu un match d'une équipe arabe sans qu'il y ait un drapeau palestinien sur le terrain. Ce qui en dit long sur l'état des opinions. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que la répression est terrifiante. Et c'est normal, aujourd'hui, c'est normal que je parle des peuples maintenant, ne puissent pas bouger parce qu'ils sont soumis à des répressions terrifiantes. C'est normal qu'ils ne puissent pas avoir les moyens maintenant, en plus de tout ce qu'ils subissent, d'aller... Donc c'est une réalité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les Arabes ont oublié la Palestine, mais ça veut dire aussi que les Arabes devraient commencer à pouvoir vivre dans leur propre pays, avec tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils endurent. C'est une situation très très compliquée et très dure, très très dure. Très dure. Je vais vous raconter une chose très troublante, moi, qui m'a beaucoup troublé. C'était en Palestine d'un monsieur de Bethléem, qui est, et ça vous en dit long sur la situation, qui est un type très 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 patriotique, aucun doute sur ses engagements, qui me dit, tu sais, il faut quand même qu'on réalise. Je lui ai dit quoi, qu'est-ce que tu veux réaliser? Il m'a dit, tu sais, la Syrie est à 100 km à vol d'oiseau. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, tu sais, cette année, nous avons eu 80 morts. Ils en sont à 300 000. Alors, est-ce que je peux dire que l'occupant est plus clément que le régime syrien? C'est terrible. Un idiot vous dirait « Ah, c'est un type qui applaudit à l'occupation ». Pas du tout. C'est un type qui vous dit à quel point la Palestine maintenant est entourée de drames terrifiants. Et c'est vrai que quand vous dites « Bon, j'ai eu 80 morts, ils ont eu 300 000 », dans ce cas, il est plus facile. C'est terrible. Hein, des gens vous disent maintenant « C'est plus facile de vivre sous occupation qu'à Damas ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais sur le plan des chiffres, sur le plan du vécu des gens, bien sûr, c'est vrai. Ça joue, ça pèse. Donc, il faut pas du tout oublier cette situation. La Palestine a toujours été la caisse de résonance de tout ce qui se passait dans le monde arabe. Mais aujourd'hui, ça résonne dans tous les sens. Ça continue à être une caisse de résonance, mais ils ont leurs propres problèmes. Cela dit, Elias, c'est avant le sondage du Carep. Oui.
qui porte sur l'ensemble du monde arabe, 33 000 personnes sondées. C'est un sondage, mais quand même un vrai sondage. Important, oui. 8% de personnes favorables à la normalisation avec Israël. 8%. Non, mais plus. Bon. Tu sais, Et quand on pose la question, est-ce que l'affaire palestinienne, c'est notre affaire à tous, nous les Arabes, ou seule celle des Palestiniens, 75% disent c'est notre affaire à tous. Donc même avant le nouveau gouvernement israélien, même avant les provocations de Ben Gvir, Al-Aqsa, les violences, etc., c'est sûr. C'est pas passé, quoi. Non seulement ils n'ont pas changé, pas passé. Les Arabes n'ont pas changé, mais c'est vrai qu'ils vivent une situation très, très dure, très très dure. Il faut dire aussi une chose qui est paradoxalement, l'Égypte aujourd'hui, dans la société, le sentiment anti-israélien est plus violent que le sentiment anti-israélien qu'il y avait à l'époque de Nasser, alors que c'était en pleine guerre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a également des sondages. Parce qu'ils disent paix ou pas paix, normalisation ou pas normalisation, il n'y a pas de justice. L'injustice continue. Ah non, ça, les peuples sont infiniment plus clairvoyants. Ce dont je parle, ce n'est pas du tout qu'ils perdent le Nord, mais qu'il faut comprendre dans quelle réalité quotidienne ils sont. Jean-Paul, et ensuite monsieur. Pas de problème. Désolé du caractère un peu naïf peut-être de cette question, mais je voudrais savoir en quoi la cause des Palestiniens se différencie ou pas de celle des Arabes israéliens. Déjà, c'est pas naïf, mais déjà les Arabes israéliens vous auraient reproché l'appellation, parce qu'ils n'aiment pas être appelés Arabes israéliens. Ils sont Palestiniens en Israël. C'est pas juste un détail linguistique. Les Palestiniens en Israël sont dans une situation qui n'est pas celle d'une disparition. Ils ont vécu 20 ans une sorte de régime d'occupation militaire de 48 à 67, soumis à des couvre-feux, soumis à des gouverneurs militaires, soumis à la censure. Darwish en est un exemple vivant. Et après, ça s'est un peu allégé, il n'y a plus le système d'exception, mais il reste quand même un système de citoyens de deuxième ordre. Ils sont porteurs du passeport israélien, bien sûr, et ils se considèrent comme Palestiniens en Israël. Et surtout, ils se considèrent comme Palestiniens chez eux. Ils ne se considèrent pas comme des immigrants venus à qui Israël a donné des passeports. C'est très important comme nuance. Eux, ce qu'ils revendiquent relève beaucoup plus de l'égalité des citoyens devant la loi. Fondamentalement, c'est leur combat, et c'est juste. Les réfugiés palestiniens ne sont pas soumis à ce problème pas de la distinction, j'ai oublié le terme, quand on différencie entre les gens... Discrimination. Oui, le problème de la discrimination. Ils ne sont pas soumis à ce problème. Les Palestiniens en Israël, et c'est extrêmement intéressant de voir que les 150 000, effectivement, ils étaient 150 000. Vous savez, en 1948, selon le dernier statistique scientifique britannique, qui date d'1 an avant, il y a 1 400 000 Palestiniens sur tout le territoire de la Palestine historique. En Israël, on retrouvera 150 000, et à mon avis, moins que 150 000, parce que les Israéliens ont ajouté à leur recensement les Bédouins qui n'étaient pas recensés par les Britanniques. Donc ça a gonflé le chiffre des 150. Mais en tout cas, c'est un détail. Et ils sont aujourd'hui 20% de la démographie israélienne. Ils sont dans les universités, ils sont bien installés. Et souvent, ils sont, sur le plan social, dans des situations matérielles meilleures que leurs voisins israéliens. Il y a eu beaucoup d'avancées et de travail. Mais là, on revient à autre chose qui est une constante dans la société palestinienne, qui est l'obsession de la connaissance. C'est-à-dire, nous venons d'une société où on nous explique à longueur de journée que le seul capital que tu peux avoir, c'est tes diplômes. C'est vrai, on n'en a pas d'autres. On n'est pas une puissance agricole, on n'est pas une puissance avec des gisements. On n'est pas.
Et c'est vrai qu'on a toujours eu cette constante. L'exil et l'expulsion les ont augmentés. Et aujourd'hui, il se passe une chose extrêmement intéressante dans ces sociétés, qui est dans les associations, la multiplication d'associations de juristes qui travaillent sur le droit et sur la notion d'égalité et de citoyenneté. Donc ces groupes du peuple palestinien portent en avant-garde la question de l'égalité des droits et de la citoyenneté complète. Et ce n'est pas simplement que ça les différencie des autres. Les autres ne sont pas dans la même condition. Ceux qui sont sous occupation veulent en finir avec l'occupation, ceux qui sont dans les camps veulent rentrer et avoir une situation normale, et ainsi de suite. Il y a une multiplicité de... Vous savez, quand on animait la revue palestinienne, et ça c'est aussi... On a essayé une fois de publier un travail sur à quel système de droit sont soumis les Palestiniens. C'est un casse-tête absolu. Les lois israéliennes, les lois jordaniennes, les lois libanaises, les ottomanes, les anglaises, Gaza, les lois militaires égyptiennes. Impossible. Ça vous donne une idée de la complexité au niveau des choses toutes simples. Nous ne sommes pas confrontés aux mêmes problèmes juridiques selon le lieu où nous nous trouvons. Alors on a une question en ligne. Oui. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation aujourd'hui, puisque la solution à 2 États est abandonnée et celle d'un État unique compromise, Israël se revendiquant État juif? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment voulez-vous que je vous réponde? Je peux faire que des constats. La situation des 2 États, attention, elle n'a pas été abandonnée. Elle a été éliminée. Ce n'est pas du tout la même chose. Elle a été éliminée de fait sur le terrain. Maintenant, quelles sont les perspectives? Moi, je pense les perspectives aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire une solution. Aujourd'hui, nous allons vers des affrontements. La situation, quand même, il y a de quoi être très inquiet. Mais au-delà de ça, je suis incapable de vous répondre. Hein. Pardon, mais je suis incapable. Jean-Paul. Oui, dans tout ce que tu as, cette fresque que tu as déployée tout à l'heure, il y avait beaucoup de choses. Et en même temps, si on prend les années 30 et puis les années d'aujourd'hui, il y a une sorte de dialectique du rapport à l'unité. Quand tu parlais de la territorialité, c'était une verticalité, territorialité qui empêchait véritablement, par exemple, une montée d'un nationalisme, ou plutôt une imprégnation du nationalisme chez tous les Palestiniens où qu'ils soient. C'est une époque révolue aujourd'hui, comme tu l'as dit. Je me souviens d'enfants dans les années 80 et qui ont demandé « tu es quoi ?» Ils ne comprenaient pas ma question. Moi, je suis palestinien, c'est une évidence. J'aurais posé la question 20 ans ou 30 ans plus tôt. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans cette dialectique de l'unité, on a l'impression qu'il y a 3 centres de pouvoir. Et tu vois où je veux en venir immédiatement. Dont un est une coquille vide, et c'est là où je voudrais avoir aussi ton éclairage. On est quand même dans une situation où il y a un mouvement national, où il y a une identité enracinée aujourd'hui, sans aucune espèce de discussion possible. C'est ce que tu as dit et répété, à juste titre. Et en même temps, tu as le Hamas, tu as l'autorité palestinienne, et puis tu as quelque part l'OLP, dont on ne parle plus. Or, c'est très important, l'OLP, parce que ça a été justement le vecteur de l'union nationale. Or, sans union, que peut-on faire? Donc ma question est, au fond, quel est ton regard sur cette division actuelle, mais qui n'est pas simplement une division organisationnelle ou politique, elle est plus profonde que ça. Et tant qu'on en sera là, et qu'on ne voudra pas essayer par un ressourcement, par exemple, des élections, je ne sais, eh bien, la voix dont tu parlais, des Palestiniens, elle sera difficile à entendre. Est-ce que je peux ajouter à ce que dit Jean-Paul qu'aujourd'hui, il y a un sondage de Shikaki, je pense, qui nous dit 63% des Palestiniens ne croient ni au Hamas ni au Fatah. Donc ce n'est pas simplement un problème d'unité, c'est un problème de système politique, quoi, hein. Regarde, il y a un vers de Darwish qui, c'est marrant, qui dit un peu ce que disait l'enfant dont tu parles. Il y a un vers de Darwish qui dit « Qui suis-je ?» C'est une question que les autres posent.
Et c'est vrai, c'est pas tu ne te poses pas la question de qui suis-je, Jean-Paul, le matin en te réveillant. Oui. Non, mais pour dire c'est une question artificielle, un peu. C'est une invention identitaire, mais très, très factice. Moi, je ne me demande pas le matin qui je suis. Hein. Je sais qui je suis. Pour revenir à la question qui est fondamentale, la Palestine, à travers ce découpage dont j'ai parlé, cet équilibre vertical, horizontal, avait des formes, mais j'ai peur du mot parce que je ne l'utilise pas dans le sens où il est utilisé d'habitude. La Palestine avait une sorte de structure confédérale avant la lettre. Ces régions représentaient une confédération. Mais ça n'en est pas une, parce que la confédération est un système juridique bien défini. Mais c'est l'image que je trouve la plus proche de cette réalité. À partir de là est née une entité qui était l'OLP. L'OLP était un territoire et pas une organisation, malgré son nom. L'OLP était précisément un territoire dans lequel tous ces corps constitutifs pouvaient se retrouver. Et Arafat disait « je suis le garant de tous ». D'où son immense légitimité, parce qu'il n'intervenait jamais dans les pouvoirs locaux, mais s'assurait de l'articulation de chaque acteur avec l'autre. Bon. Le Fatah était une expression de cela, mais même dans le Fatah, le régionalisme, et ça, on pense parfois qu'en créant une organisation, ça dissout, ça n'a rien dissous du tout. Par exemple, dans le Fatah, tout ce qui relevait à un moment des unités combattantes était de Gaza. Toujours. Tout ce qui relevait à un moment de l'information venait de la région d'Hébron. Jusqu'aux cafetiers dans les immeubles. Vous savez, les gars qui font le café et le thé pour les visiteurs, c'était également une région. Il y a toujours eu, à l'intérieur même des structures organisées, résistance, Front populaire, il y a toujours eu du régional. Mais ce qui était formidable, c'est que les organisations de combat arrivaient à transcender petit à petit cette donnée très pesante et réelle. L'intifada a mené un autre travail, qui est qu'elle a donné toute sa reconnaissance, je ne parle pas en termes de légitimité, à l'intérieur, aux deux notions d'intérieur et d'extérieur, c'est-à-dire les exils et les territoires proprement. Quand tu dis l'intifada, c'est la première. Hein. Oui, bien sûr. Tu vois. Non, mais en tout cas, le phénomène intifada, c'est ça. Et petit à petit a commencé à se développer, et ça, le sondage de Khalil Shikaki le montre. Petit à petit, on est aujourd'hui dans une phase de mutation vers autre chose. L'idée de la citoyenneté a pris, par exemple, une ampleur qu'elle n'avait pas. Et c'est important, ce n'est pas juste des détails de débat sur le plan intellectuel. L'idée homme-femme a pris également alors qu'il y avait beaucoup de participation féminine dans le mouvement de résistance. Il y a quelque chose qui est en train de changer. L'idée du droit, non pas de nos droits, ils sont toujours là, c'est une revendication absolue. L'idée du droit, c'est-à-dire la norme qui doit gérer les relations, est très importante. Et il y a une faille qui est en train de se développer, qui, elle, est la grande inquiétude par rapport à ce qui pourrait arriver. La société dont j'ai parlé, elle est plurielle, elle est structurellement plurielle. Je n'ai pas voulu entrer dans le développement. Si on revient sur un peu qu'est-ce qu'une terre sainte et toute la notion de la terre sainte et toute la façon dont la Palestine s'est développée, les Palestiniens avaient été partis vite en besogne en disant nous sommes une démocratie. La démocratie est un système. La pluralité est très très ancienne. À la différence du Liban voisin, qui peut être un prisme déformant pour nous. Les relations intercommunautaires en Palestine ne sont pas un contrat de partage du pouvoir. Au Liban, si on regarde bien la structure, c'est les communautés sont entendues à un moment donné pour s'attribuer les strates du pouvoir et organiser un pays et aller vers leur indépendance. Ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, chez nous, si on pense en termes de poids, etc., la communauté chrétienne est de 9% de la population, et je pense qu'elle est infiniment plus représentée que son nombre.
Il n'y a pas cette idée de la représentativité. Mais ça vient toute l'histoire de ce que fut la Terre Sainte et la perception de cette terre par ses propres enfants. Je ne vais pas entrer dans le détail. C'est une terre plurielle parce qu'elle est également sainte pour les trois, en même temps. C'est pour ça que chez les Palestiniens, même quand ils sont musulmans ou chrétiens ou juifs, ils pensent chacun que les trois religions, chacun pense que les trois lui appartiennent, même si lui n'en célèbre qu'une. Il prie dans une, mais les trois lui appartiennent. C'est très particulier. Ça, c'est un peu vraiment toute l'histoire de la Terre Sainte et de ce territoire particulier. Ce qui est aujourd'hui vraiment le grand, à mon avis, qui est beaucoup plus dangereux que le fait que le Hamas est en train de prendre du poids par rapport au Fatah ou par rapport à l'autorité nationale palestinienne. Le Hamas représenterait la fin de cette pluralité. C'est ça le problème. Nous sommes un pays avec beaucoup de couleurs. Nous deviendrons monochromes. À ce moment, c'est la Palestine qu'on a connue, nous, on ne la connaîtra plus. Ça ne veut pas dire que le Hamas est une trahison de la Palestine. Pas du tout, ce n'est pas la question. Mais la structure même du pays n'est pas celle-là. Je me souviens d'une conférence il y a 15 ans en Palestine. Chaque fois que je disais « Filastin Arabiya », la Palestine arabe, la moitié de la salle hurlait en me disant « Filastin Islamiyya », la Palestine musulmane. Ça c'est... Et ce n'est pas parce que je suis contre l'islam, je n'ai aucun problème avec l'islam. J'ai été plus, moi, dans une famille chrétienne, plus élevé dans la culture musulmane que dans la culture chrétienne. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de quoi est fait ce pays. Là, si ça continue à se développer, on assistera non pas à l'évolution dont tu dis à quoi pourrait-elle ressembler, Jean-Paul. Nous assisterons à une disparition en bonne et due forme de cette réalité que nous avons connue et qui a été là pendant des millénaires, pendant 2000 ans quand même. Cette histoire de la sainteté particulière. Donc, c'est des vecteurs en ce moment qui sont lancés. Il y a l'idée de la citoyenneté qui a pris beaucoup de place. Avant, nous étions les membres d'une famille. Toute la résistance était une histoire familiale. Nous étions dans une énorme tribu palestinienne qui marchait pour rentrer et repartir dans nos maisons. Ça a beaucoup bougé, ça. La question de la femme a beaucoup bougé. La question du droit, et non plus de l'appartenance seulement. Ça ne suffit plus de dire « je suis palestinien ». Et ça, c'est fondamental. Ça peut nous diriger vers une autre société. Mais il y a le danger aujourd'hui, qui est celui que je viens un peu de décrire. Et encore une fois, l'environnement régional. Nous ne sommes pas en vase clos. On ne sait pas. Parce que la Palestine reste une des caisses de résonance par rapport à tout ce qui l'entoure. Comment ça va évoluer, je ne sais pas. Mais c'est des vecteurs qui sont en marche. Mais nous sommes en train de terminer les préparations d'une grande exposition sur la Palestine qui va être inaugurée à partir du 31 mai à l'Institut du monde arabe et qui va durer jusqu'au mois de novembre. Vous allez être étonnés. Parce que je suis le commissaire général, j'ai pris le parti pris de ne pas du tout aborder les choses qu'on aborde d'habitude. Pas parce que je les renie, mais parce qu'on les a toujours abordées, les gens les connaissent. Vous allez être très, très étonnés par les formes de vitalité tout à fait inattendues que nous allons montrer. Sur le plan artistique, sur le plan de l'expression, sur le plan de la poésie, et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire que parallèlement à ce que je viens de décrire, à mes inquiétudes, et je sais qu'on les partage tous, il y a une énergie vitale à couper le souffle. Et je veux ajouter que je retrouve ce même genre d'énergie au Liban. Le Liban qui est dans un cauchemar éveillé, il y a des formes aujourd'hui qui sont en train de se développer formidables, vraiment formidables. Donc, on est sur un pari. Est-ce que la vie sera plus forte? Est-ce que la vie sera plus forte que tout ce qui nous inquiète? Mais c'est sûr qu'il y a des vecteurs. C'est sûr aujourd'hui que beaucoup d'outils, d'appareils
existe encore, mais par la... Comment on appelle ça? C'est quand une voiture continue à rouler par la force du fait qu'elle roulait avant. Hein? L'inertie. Voilà. Il y a beaucoup d'institutions qui continuent comme ça à rouler, mais la société n'est plus là. La société n'est plus là. Elle est ailleurs. Et je pense qu'il y a de quoi être... d'avoir de l'espoir, pas du tout Parce que je vois combien les discours ont changé, combien les regards ont changé, combien la créativité a changé, combien l'autodérision était maintenant là. Il y a une forme d'humour quand même très, très, très forte, mais qui a toujours existé, c'est là, l'autodérision. Voilà. Cette Palestine islamique que tu rappelles, que tu décris, elle arrangerait bien ceux qui veulent une république juive d'Israël. Ah, bien sûr. Ils veulent une espèce d'Iran juif. Tu sais, il y a quand même un parallèle là qui est inquiétant. Hein. Dominique, au tout premier temps de la revue palestinienne, il y avait un cheikh à Hébron, d'une grande famille d'Hébron, qui s'appelait Tamimi, le cheikh Tamimi, qui était très contradictoire dans ses positions. On l'a publié, on a été lui faire un entretien. Il était quasiment antisémite, anti-juif. Pas anti-israélien, anti-juif. Et à un moment donné, l'interview, on lui dit « Écoute, c'est bizarre tout ce que tu es en train de dire. Tu as mis tes enfants dans une école juive. » Il dit « Oui, parce que ceux-là, au moins, ils ont des principes, pas comme ces athées de marxistes et de communistes. » L'entretien est publié, il existe dans la revue, vous pouvez le voir. Il y a des choses extrêmement bizarres, et en même temps tout à fait explicables. Et souvent, les extrémistes juifs israéliens, il y a beaucoup de déclarations, disent « Oui, on se bat contre le Hamas, mais eux, au moins, ils se battent pour des principes. » Et tous les deux, nous sommes dans le religieux. Ah, bien sûr que ça serait idéal. Ça serait idéal. Mais les partis ultra-orthodoxes israéliens ont déclaré qu'ils étaient d'accord sur la vision de la société avec Mansour Abbas, bien sûr. avec les islamistes israéliens. Bien sûr. On a une toute dernière question, mais c'est vraiment la dernière. Donc, Lucie, si tu veux, mais courte. Non, Jacques, voilà. oui, Jacques. Bon, merci. Pour terminer, quel conseil pourriez-vous donner à ceux qui furent des militants de la cause palestinienne dans l'état où elle se trouve maintenant? Je vais vous dire, j'ai maintenant une réponse toute prête, parce que c'est une question systématique. Dès qu'on parle, au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je répondrai par une question. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes battu pour faire tomber l'apartheid? Vous avez fait beaucoup d'actions contre l'apartheid. C'est ça ma réponse. Bouger sur la question de l'apartheid, de la ségrégation. Et ça, personne ne pourra vous dire c'est pas juste, ou c'est antisémite, ou c'est raciste, ou c'est contre la ségrégation. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Le reste, pour les moyens, les modes, etc., c'est vous qui êtes maître d'œuvre. Mais c'est vrai, c'est pas une boutade, hein, vraiment. Au bout du compte, à un moment donné où il semblait éternel, l'apartheid est tombé. Il faut que ça tombe. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.